Nous sommes en 1971, en avril 1971, en Argentine et en pleine période dictatoriale. Après plus d'un demi-siècle de revendication de leurs terres ancestrales, plusieurs communautés autochtones du nord de l'Argentine se voient reconnaître le statut d'usufruitière grâce à l'adoption d'un décret, le décret 2293 du 12 avril 1971 qui crée des reservas indígenas provinciales dans la province de Salta, à la frontière actuelle avec la Bolivie et le Paraguay. Un progrès? Pas vraiment. Ce décret s'inscrit en fait dans la politique de cession de terres des gouvernements dictatoriaux des années 1971 et 1972 et qui, je cite, loin de reconnaître l'existence de droits autochtones, cristallise l'idée selon laquelle il s'agirait d'une donation ou d'un cadeau fait à ces populations. Je reprends ici en substance les termes des anthropologues Morita Carrasco et Claudia Briones qui ont rédigé un rapport intitulé La Tierra que nos quitaran, la terre qu'on nous a enlevée, en 1996. De fait, l'usufruit n'est qu'une maigre compensation de siècles de violation des droits de ces peuples sur leurs terres, occupées de manière traditionnelle et ancestrale, peuples pour qui le concept même de propriété est étranger de leur tradition, tant leur rapport à la terre diffère du nôtre dans nos sociétés occidentales. Bien maigre compensation, qui ne concerne en outre que certaines communautés, plus ou moins reconnues de manière officielle par les autorités publiques, pourtant si bienveillantes à l'égard des colons qui se sont installés sur ces terres au début du XXe siècle et qui leur sont mises à disposition par le gouvernement à cette époque. Le problème, c'est que les activités développées par ces colons a eu des répercussions majeures sur le mode de vie des peuples autochtones. Nous allons y revenir. Face à cette dégradation de leur environnement, mais aussi face à cette dégradation de leur mode de vie, les peuples concernés commencent à s'organiser. Ils le font pour faire valoir leurs droits, alors même que, je le disais à l'instant, ce mode de pensée en termes de droits était complètement extérieur à eux. Mais la domination des peuples autochtones par les colons et la violence avec laquelle la culture occidentale a pu traiter la culture autochtone les a conduits à se saisir du langage juridique et plus particulièrement du langage des droits humains en vue d'obtenir une certaine protection par le droit des colons pourtant créé par les colons. C'est donc ce qui a donné naissance dans un premier temps à ce fameux décret du 12 avril 1971 qui ne leur donne toujours pas satisfaction. Mais aussi à la création d'une association, l'association des communautés aborigènes Lakaonat, qui regroupe les personnes habitant sur 2 parcelles de terre en particulier et qui représente en réalité 132 communautés autochtones appartenant à différents peuples qui vivent sur des terres qui sont assez étendues car elles représentent en tout une superficie de près de 643 000 hectares. Cette association a été créée entre autres en vue d'obtenir concrètement un titre de propriété collectif que l'État lui a finalement reconnu et qui ne vient toujours pas. Et c'est pourquoi cette association saisit ce qu'on appelle le système interaméricain de protection des droits de l'homme pour violation par l'Argentine de leur droit à la propriété de leur territoire ancestral, mais aussi de leur droit à un environnement sain. Système interaméricain de protection des droits de l'homme qui est en fait l'équivalent du système européen des droits de l'homme sur le continent américain. Et en l'espèce, donc cette association va invoquer plusieurs droits, à commencer par leur droit de propriété. Alors, sur ce point, j'irai très vite en précisant seulement que si la Cour interaméricaine estime que le droit à la propriété ancestrale et collective de ces populations a été méconnu, c'est une solution assez classique en droit de la CIUDH, solution qu'elle a développée depuis assez longtemps, même si elle affine ici un peu sa jurisprudence en la matière. J'aimerais insister en revanche davantage sur les faits qui concernent la violation du droit à un environnement sain de ces communautés, puisque cette affaire marque un véritable tournant en la matière. S'agissant des faits qui nous intéressent, donc, la Cour constate tout d'abord l'existence sur les lots en question de plusieurs activités qui sont développées par les colons, ce que la Cour appelle les familles créoles dans l'affaire, des activités qui sont dommageables à l'ensemble de ces droits, à commencer par l'élevage de bétail bovin. La Cour parle de gros bétail, et ce, sur ce territoire donc ancestral.
La Cour relève 3 activités en particulier: l'élevage en tant que tel, et donc la présence même du bétail sur le territoire, la déforestation engendrée par une coupe massive et complètement disproportionnée d'arbres sur ce même territoire, et enfin la pose de clôtures sur ce même territoire. Alors, s'agissant de l'introduction du bétail, tout d'abord, la Cour note qu'avant 1860, les populations en question basaient leur économie sur la chasse, pêche, cueillette, avec un peu d'agriculture, mais très à la marge et surtout non sédentaire, puisque ces populations sont nomades. Elles utilisaient aussi du bétail, mais que des chevaux et des moutons, qui sont des espèces locales. Et à partir de 1860, donc, les colons introduisent ce que la Cour appelle du gros bétail pour l'élever, ce qui a eu pour conséquence une destruction de la flore locale, mais aussi en partie de la faune, la Cour citant les butineuses herbacées, par exemple. Alors, comme vous pouvez très bien l'imaginer, cela a induit une énorme perte en biodiversité, ce que reconnaît d'ailleurs l'Argentine. Ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par l'État et la Cour les considère donc comme prouvés. La Cour insiste un peu plus tard sur le fait que cette activité d'élevage a eu un impact à la fois sur l'identité alimentaire de ces populations qui n'ont plus la possibilité de se nourrir de manière traditionnelle. Pourquoi? Parce que le bétail des colons dévore tout sur son passage, et donc aussi la nourriture du bétail des peuples autochtones qui vient lui aussi à s'éteindre. Or, la viande de mouton est à la base de l'alimentation de ces peuples, et la Cour souligne aussi leur importance d'un point de vue culturel, avec l'existence, par exemple, d'une fête du mouton, ainsi que l'importance de ce bétail dans le cadre de l'exercice de la médecine traditionnelle. Et elle souligne enfin que cela a aussi eu des répercussions sur leur accès à l'eau, d'une part en raison de la désertification qu'a engendré cet élevage, mais aussi en raison de la forte consommation en eau qu'il implique et de la pollution de l'eau que ces élevages ont engendré. S'agissant de la déforestation, ensuite, la Cour constate que l'abattage des arbres a eu lieu en même temps que l'implantation des familles créoles sur le territoire en question, et que ces populations créoles se sont livrées à une surexploitation des ressources naturelles et surtout du bois en vue d'alimenter des usines à charbon, l'industrie du bois en général. Et là encore, la Cour constate que ces faits sont reconnus par l'Argentine et ne sont pas contestés. Elle insiste ensuite sur la dégradation de la montagne que cette déforestation a pu impliquer, avec de la même façon une disparition de la flore, des fruits, des abeilles pollinisatrices, avec un certain cercle vicieux, puisque la flore se faisant rare, elle est tout de suite dévorée par le bétail des colons et ne peut donc pas être utilisée par les peuples autochtones. Enfin, les populations créoles ont installé des clôtures de plusieurs kilomètres de long sur ces parcelles, ce qui a empêché les populations créoles de circuler librement, mais aussi d'avoir facilement accès à la montagne et à la rivière. Alors une fois qu'on a dit ça, une question se pose tout de suite. Est-ce que l'Argentine, qui n'est pas l'auteur de ces dommages, peut tout de même être reconnue comme responsable ? Alors oui, elle peut l'être, nous dit la Cour. Pourquoi? Parce que les États ont l'obligation de protéger les droits contenus dans la Convention, l'article 1 de la Convention posant explicitement cette obligation de protection. Et la Cour précise qu'au titre de cette obligation de protection, ils doivent prévenir des atteintes à ces droits et donc agir aussi pour réparer ces droits lorsqu'ils sont violés, même par des particuliers. Et donc, si l'État avait eu connaissance des violations, il devait nécessairement agir. La Cour va donc aussi s'intéresser à l'action de l'État. Toute une partie de l'affaire y est consacrée. Alors, s'agissant des problèmes liés aux clôtures, la Cour constate que l'État est en train de s'en saisir, mais que rien concrètement n'a été fait. Une délégation de la Cour s'est d'ailleurs rendue sur place, sur le territoire en cause, et a clairement constaté qu'elles étaient toujours en place. S'agissant de la déforestation, ensuite, elle constate que la province a édicté 2 décrets en 1991 qui ont, ordonné la suspension de permis d'exploiter la forêt dont bénéficiaient les populations créoles sur le territoire en question, et 2, déclaré des parcelles en tant qu'aire de développement et de récupération environnementale, jusqu'à ce que les titres de propriété en faveur des peuples autochtones, bien sûr, soient établis.
Et parallèlement à l'édiction de ces normes, l'Argentine met en place différents contrôles sur place pour éviter que la coupe de bois clandestine. Mais ces contrôles, nous dit la Cour, ne se sont pas vraiment avérés très efficaces puisque la Cour constate que la coupe illégale a même été aggravée ces dernières années. Donc au final, on voit bien que l'action de l'État est très insuffisante, et ce alors même qu'il était au courant de ce qui se passait, puisque l'association a dénoncé ses agissements, a engagé plusieurs procédures au niveau national et a même réclamé des contrôles plus effectifs. Et c'est pourquoi la Cour considère qu'il y a bien eu violation de l'ensemble de ces droits, de ce droit à l'environnement sain, mais aussi de tout un ensemble d'autres droits y étant attachés, comme le droit à l'eau ou le droit à la libre circulation. Et elle insiste à cet égard sur la lenteur de l'État, puisque le bétail et les clôtures sont toujours en place près de 28 ans après les premières revendications des peuples autochtones concernant le territoire en cause. Alors cette affaire, elle est très importante pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est la première fois que la Cour reconnaît au contentieux la méconnaissance d'un droit à un environnement sain. Droit à un environnement sain qui n'est pourtant pas consacré explicitement dans le texte de la Convention, mais que la Cour a décelé en 2017 dans une opinion consultative au détour d'une interprétation d'une autre disposition de la Convention, à savoir l'article 26, qui protège les droits économiques, sociaux et culturels, qu'elle rebaptise d'ailleurs à cette occasion de droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Donc ça, c'est ce qu'elle fait en 2017, et elle avait reconnu ce droit dans cet avis sans pour autant en faire une application concrète, puisqu'il ne s'agissait que d'un avis consultatif. Là, c'est la première fois, ici dans notre affaire La Caonate, que la Cour va condamner un État sur ce fondement, et ce premier rapport est considérable, car cette reconnaissance d'un droit à un environnement sain, il faut le savoir également, fait débat. Elle fait débat, y compris au sein même de la Cour, puisque je vous l'ai dit, il n'est pas inscrit dans le texte même de la Convention, et on peut simplement rappeler ici que la décision a été adoptée grâce à la voix prépondérante de la présidente de la Cour, c'est-à-dire qu'on était à 50-50, que c'est cette voix prépondérante qui a fait basculer la Cour dans l'adoption de cette décision. Et on peut aussi rappeler que cette décision est par ailleurs contestée par plusieurs juges, notamment lorsqu'on lit leurs opinions séparées. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que la portée de ce droit à un environnement sain est potentiellement ici très large. Effectivement, si la Cour nous dit ici que c'est le droit des peuples autochtones qui est violé, elle rappelle ce qu'elle avait édicté avec force dans son avis 2017, à savoir, je vais citer ici la Cour, que le droit à un environnement sain, je cite, donc à la différence d'autres droits, protège les composantes de l'environnement comme les forêts, les fleuves, les mers et autres en tant qu'intérêt juridique en soi, y compris en l'absence de certitude ou de preuves concernant les risques d'atteinte aux personnes. Et on voit bien, l'idée, c'est ici de protéger la nature en tant que telle, qui pourrait être considérée comme véritable sujet de droit. Et ceci, nous dit la Cour, je la cite encore, en raison de son importance pour les autres organismes vivants avec lesquels l'être humain partage la planète. Ce qui me fait dire que la Cour fait ici la promotion d'une conception de l'environnement pour sa valeur intrinsèque, et qu'on n'est plus du tout dans une perspective anthropocentrique qui est défendue par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Et je dirais même qu'elle se rapproche beaucoup de conceptions telles que celles défendues par la philosophe Catherine Larère, par exemple, en France, puisqu'elle insiste sur l'interrelation du vivant, voire même de tous les éléments naturels entre eux, ce qu'on peut appeler l'éthique relationnelle. Et là, on est complètement aux antipodes de ce qui est reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, donc ce qui s'explique, selon moi, par une perspective libérale et individualiste, dans laquelle se place encore la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle interprète la Convention européenne des droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'homme, qui, je le rappelle, est l'équivalent en Europe de la Convention américaine des droits de l'homme. Voilà, donc dans ce système européen, dans ce système interaméricain, le titulaire des droits n'est plus l'individu du siècle des Lumières, mais un individu situé dans son contexte. Et qui dit contexte dit ce qui entoure l'être humain, donc y compris l'environnement. Dans le système interaméricain, on est donc dans cette philosophie fort différente.
Alors attention, cette affaire ne vient pas cependant élargir le titulaire des droits garantis par la Convention en incluant les éléments naturels parmi eux. Ce sont bien les peuples autochtones qui le sont en tant que groupe, en tant que sujet collectif, vivant en interrelation avec les éléments naturels qui les entourent. Elle valide néanmoins des constructions juridiques faisant de ces éléments de la nature de véritables sujets de droit, ce qui existe au sein de plusieurs États membres. Je pense à la Constitution équatorienne, par exemple, qui consacre un chapitre aux droits de la nature, constitutif du bon vivre en 2008. Je pense aussi à la Bolivie, État dans lequel on retrouve des dispositions similaires. Et je pense enfin à différentes rivières colombiennes qui ont été reconnues comme sujets de droit par certaines décisions de justice, dont l'Amazone d'ailleurs. À l'heure où l'Europe commence elle-même à imaginer, voire même à consacrer de telles innovations juridiques, je fais ici un clin d'œil à ce qui a pu être fait autour de la Loire, ou à ce qui a été concrètement fait s'agissant de Mar Menor en Espagne, cette affaire invite alors à l'imagination et ouvre de nouvelles pistes de réflexion, y compris en droit des droits humains, car si on remplace l'individu abstrait du siècle des Lumières comme sujet de droit par un individu relié aux différents éléments de la nature, n'y a-t-il pas ici une piste à explorer pour lever les freins du système européen ?